Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Je suis super contente de te retrouver, comme d'habitude, pour cette fois te parler d'un livre que j'ai lu récemment, que j'ai un petit peu teasé sur les réseaux et qui est dans la continuité de mes épisodes sur le capitalisme intériorisé. Ce livre, ça s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux », guide pour une philosophie anti-productiviste. Le sujet de ce livre, c'est de questionner le travail. Déjà, qu'est-ce que le travail ? Ça peut paraître bateau comme question, mais en fait c'est une question qui n'est pas si évidente. Parce que le travail, il a une place particulière dans notre société, et certaines choses sont du travail, certaines choses ne sont pas considérées comme du travail. On va en discuter un petit peu après. Et donc questionner c'est quoi le travail, et c'est quoi sa place dans nos vies. Et le but vraiment du livre, c'est d'initier un débat sur ce que c'est le travail et quelle place on veut qu'il ait dans nos vies. Parce que c'est un sujet dont on discute pas vraiment et auquel on réfléchit pas vraiment. En fait, depuis qu'on est petit, on nous explique et on nous montre que le travail, ça a une place prépondérante dans la vie. Je pense qu'on passe énormément de temps à travailler dans nos vies et c'est normal. En fait, on remet peu en question ce postulat-là. Et lire ce livre, ou déjà commencer par écouter cet épisode de podcast, c'est se questionner justement sur la place du travail et quelle place on aimerait que le travail ait dans nos vies. Et en fait, c'est un débat qui est politique, mais qui a pas trop lieu en fait dans la vie politique. Alors je voudrais préciser que j'ai dû faire quelques pauses pendant ma lecture de ce livre parce que quand même, les constats sont assez durs et assez pessimistes. Enfin, pas vraiment pessimiste, mais disons que se rendre compte qu'on vit dans un monde avec une espèce d'illusion justement sur le travail et voir au fil de la lecture le miroir se craqueler pour montrer une autre facette de la société, bah forcément ça fait pas plaisir et même c'est un petit peu démoralisant parce qu'on se dit mais purée mais qu'est-ce qu'on peut y faire en fait ? Et ça aide pas à garder espoir. Néanmoins, il me semble que c'est nécessaire d'essayer d'élargir sa vision des choses et d'élargir ses pensées sur le travail et sur notre vie en général, parce que même si ça fait pas plaisir de voir qu'on vit un petit peu dans une illusion qu'on construit, qu'on nous force à construire, il y a que comme ça qu'on pourra peut-être la détruire et construire quelque chose qui nous conviendra mieux. Alors dans ce livre, l'autrice présente le travail comme une idéologie moralisatrice. Attention, il y a des grands mots. Hein. C'est un livre qui est très engagé, hein, qui utilise beaucoup de mots comme ça, idéologie moralisatrice, on parle beaucoup de capitalisme, de néolibéralisme, etc. Et en fait, pourquoi elle présente ça comme une idéologie moralisatrice ? Parce qu'en fait, c'est une idéologie qui empêche les critiques adressées au travail. Parce que le travail, si on regarde objectivement, il est partout dans nos vies. Et notre éducation à l'école, elle a un but, nous former au travail. C'est ça le but de l'école, c'est de nous donner un diplôme pour trouver un travail. Notre existence, elle est dédiée au travail. Et quand on ne connaît pas une personne, par exemple dans une soirée, on rencontre une personne, généralement la première question qu'on va lui demander, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Sous-entendu, c'est quoi ton occupation professionnelle ? C'est quoi ton travail ? Et avec cette réponse, on va immédiatement se faire une image d'elle. Donc en fait, on est vraiment dans une société où le travail, c'est une partie de notre identité. Et pourtant, depuis des dizaines d'années,
le travail, il est de plus en plus précaire et il est de plus en plus difficile d'accès. Et malgré ça, actuellement, il semble assez compliqué quand même d'avoir un mode de vie alternatif dans lequel le travail aurait pas cette place si importante. C'est difficile de se dire, bah tiens, je vais arrêter de travailler parce que je me rends compte que ça correspond pas à mes valeurs et en fait j'ai envie de passer mon temps à faire des choses qui comptent vraiment pour moi et peut-être à m'engager aussi pour la société, pour la démocratie. Et j'ai pas le temps en fait avec mon travail de 9h à 18h, puis ensuite m'occuper de ma famille, etc. En fait j'ai pas le temps, je ne peux pas. Donc je vais arrêter de travailler. Bah non, parce que on vit quand même dans une société où on a besoin d'avoir des revenus et il y a beaucoup de gens qui dépendent, enfin il y a énormément de gens qui dépendent de leur travail pour ces revenus-là et pour survivre, entre guillemets. J'en parlais en préambule, une partie du livre, elle est consacrée à définir qu'est-ce que le travail. Et c'est pas une chose facile, parce que comme je le disais, ça dépend vraiment de la société dans laquelle on vit. Par exemple, on parle pas mal de la reconnaissance des femmes au foyer, des mères de famille qui arrêtent leur travail pour s'occuper des enfants et pour les élever quand ils sont petits. Donc je parle de femmes parce que bon, il se trouve que c'est une grande majorité. Aujourd'hui, on a des hommes qui le font aussi. Mais bon, voilà, la grande majorité, c'est quand même des femmes. Et en fait, élever des enfants, c'est quelque part, c'est quelque chose qui est utile à la société, qui devrait être reconnu comme un travail, mais qui ne l'est pas. Donc à partir de là, on peut se demander, c'est quoi un travail ? Alors, je vais pas synthétiser tout ce qui a été dit dans le livre là-dessus. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller lire le livre. Là, du coup, on aurait une définition du travail proposée qui serait une relation de service entre un commanditaire et un exécutant, quel que soit le contenu de cette commande. C'est la définition du travail que finalement propose l'autrice dans le livre. Après, il y a une autre question qui vient dans la définition du travail, c'est se questionner aussi sur l'utilité du travail versus son niveau de rémunération. Parce qu'on se rend compte, et on s'en est rendu compte avec la pandémie et les difficultés sanitaires, qu'il y a beaucoup de métiers qui sont utiles et qui sont mal rémunérés, et beaucoup de métiers qui sont inutiles et qui sont très bien rémunérés. Alors, quand je dis ça, bien sûr, je vais rappeler que la notion d'utilité, elle est hyper subjective, ça dépend des piliers de valeur de la société. Mais par exemple, on se rend compte que les soignants, y a beaucoup de soignants qui sont mal rémunérés malgré l'utilité flagrante de leur travail dans la société. Et à contrario, on va voir des traders, des personnes qui spéculent sur les matières premières, par exemple. Est-ce que c'est un métier vraiment utile pour la société ? Alors après, bon, j'ai pas non plus de super connaissances en finance, mais il me semble que on vivrait pas plus mal si ces métiers n'existaient pas. Et en tout cas, est-ce que ce sont des métiers qui justifient une telle rémunération ? J'en suis pas certaine. Et pareil, si on regarde par exemple le salaire d'un chef d'entreprise et d'un salarié, si on regarde la différence de salaire entre les deux, est-ce que l'utilité de leur travail justifie une telle différence de salaire ? Voilà, question ouverte. Donc ça, c'est une vraie question. L'utilité du travail versus le niveau de rémunération, parce qu'en fait, dans notre société, le niveau de rémunération, c'est un moyen de reconnaissance très puissant, un moyen de pouvoir et de reconnaissance très puissant. Donc pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a un tel déséquilibre, en fait, entre l'utilité et le niveau de rémunération ? À ça, il est quand même important aussi d'ajouter une couche de paillettes, parce qu'en fait, l'idée de la société, c'est que quand même les gens aillent travailler et trouvent cela normal, et supportent leur quotidien, et du coup, on va essayer de mettre de la valeur dans le travail pour que les gens mettent du cœur à l'ouvrage. Et là, je vais te lire un tout petit extrait.
Cet idéal d'épanouissement au travail est aussi utilisé idéologiquement pour faire adhérer les travailleurs à une organisation du travail qui attend de ses salariés qu'ils s'y engagent personnellement et affectivement. Fin de la citation. Alors, à titre personnel, ce livre, il me fait beaucoup réfléchir sur l'implication personnelle, justement, que j'ai toujours mis dans mon travail. J'ai souvent fait passer les besoins de mon travail avant mes propres besoins. J'ai toujours été ultra impliquée et surtout, j'ai été tellement reconnaissante qu'on reconnaisse justement ma valeur et qu'on veuille bien me payer en échange de ça. Et je me rends bien compte aussi que je me suis brûlée dans un travail passion quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie du jeu vidéo et que je suis tombée dans une entreprise où c'était compliqué à gérer, c'était compliqué émotionnellement, c'était compliqué en termes de charge de travail, mais j'étais dans un travail passion, donc j'avais une chance incroyable et donc je me donnais sans compter et je me suis bien brûlée là-dedans. Et comme beaucoup de gens, moi j'ai envie que mon travail il ait un sens et qu'il réponde à mes valeurs. Mais maintenant que je commence à réfléchir à tout ça, je me rends compte aussi des fondements actuels sur lesquels le travail se construit. Comme je le disais précédemment, c'est clairement pas l'utilité sociétale qui définit le niveau de salaire. Si je parle de mon propre travail, donc à côté des podcasts et du fait de me questionner, etc., moi, je suis à la base professionnelle de la communication et du marketing et je travaille actuellement je fais du freelancing pour une agence qui accompagne des projets ludiques dans leur campagne de financement participatif. Et j'adore les projets pour lesquels on travaille. Je milite aussi pour le fait que les projets ludiques, c'est des projets qui sont culturels, c'est des projets qui font du bien et qui sont utiles à la société. Mais je peux me questionner aussi sur le fait, sur le côté marketing de mon activité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais des pubs sur Facebook, sur Instagram, sur Reddit, etc. pour des projets, par exemple, de jeux de société, qui sont adressés à des passionnés de jeux de société, qui ont déjà 1 milliard de boîtes de jeux de société sur leurs étagères auxquelles ils ne jouent pas. Donc ça fait en fait du matériel, du plastique, des boîtes, du transport, etc. En fait, je travaille pour le marketing pour ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment utile sociétalement ? Voilà. Donc il y a vraiment une espèce de dichotomie entre le fait que j'aime beaucoup ce que je fais et j'aime beaucoup les projets pour lesquels je travaille et les implications concrètes sur la société de ce genre de produit. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi. J'arrive à m'en accommoder pour le moment parce que, comme je le disais, je travaille dans une super équipe et quand même on travaille pour des projets très très chouettes. Mais voilà, je peux me questionner, moi, sur l'utilité sociétale de mon rôle de marketeuse. Pas sûr que ce soit indispensable. Deuxième fondement actuel, deuxième élément dont je me rends compte sur lequel le travail est fondé, de toute façon, ça c'est la définition du capitalisme. Hein. On est mécaniquement moins payé que la valeur marchande qu'on produit. Parce que le principe de base du capitalisme et du salariat, c'est que l'employeur, il a besoin de faire des bénéfices pour après les réinjecter dans le capital, etc. Mais en tout cas, il a besoin de faire des bénéfices. Et pour faire des bénéfices, forcément, il doit payer moins ses salariés que ce que ses salariés lui rapportent. Enfin, c'est mathématique. Donc, en fait, on est toujours moins payé que ce qu'on produit, au final. Et c'est un peu problématique en fait quand on y pense quand même. Ensuite, il y a un autre fondement, moi qui m'a bien mis en colère quand je m'en suis rendu compte, c'est que la phrase « travailler plus pour gagner plus », en fait c'est un mensonge. C'est-à-dire que les plus riches, ils travaillent pas plus que les plus pauvres. Même, je suis certaine que des personnes
qui gagnent pas des milliers et des cents s'échinent pour toute la journée pour travailler et elles vont gagner 10 000 fois moins que des personnes ultra riches qui vont pas forcément travailler plus qu'elles, quoi. Généralement, voilà, les plus riches, enfin, c'est une généralité, hein, mais ils ont bien souvent hérité d'argent, de patrimoine immobilier ou même de patrimoine culturel, hein, puisque c'est... Enfin bref, on va en parler après. Mais donc ils ont bien souvent hérité, ils ont un réseau de connaissances, et en fait, c'est surtout leur argent qui travaille pour eux. Quand on commence à avoir une éducation financière, on se rend compte que ce qui fait que tu deviens riche, c'est pas le temps que tu vas travailler, en fait. Parce que de toute façon, ton temps, il est pas infini. Tu vas pas pouvoir décupler à l'infini ton temps pour gagner plus d'argent. En fait, c'est... Tu commences à avoir de l'argent, tu l'investis, et ton argent, il travaille pour toi, et puis du coup, tu réinvestis tes bénéfices, et etc. Et ça te génère toujours plus d'argent. C'est comme ça qu'on fait prospérer une richesse. Et donc voilà, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a aussi cette même classe de privilégiés qui continue à dire que ces postes, cet argent, ce capital, ils l'ont eu grâce à leur mérite. Et en fait, on nous éduque dans le culte de la méritocratie, du fait que si tu le veux suffisamment fort, si tu travailles suffisamment fort, et ben toi aussi, tu accéderas à cette richesse. Et c'est faux. Ça n'arrive jamais, enfin ça peut arriver, mais ce sont des exceptions en fait. C'est un mythe. Le mythe de la méritocratie, c'est un mythe qui permet de faire perdurer justement le fait de travailler toujours plus et de mettre du cœur à l'ouvrage. Autre fondement aussi du travail, de la valeur travail, et ça j'en ai déjà parlé dans mes épisodes sur le capitalisme intériorisé, c'est le fait que si tu n'as pas de travail, tu ne vaux rien. Moi-même, j'ai déjà été dans des situations où j'étais au chômage, et je dois avouer qu'en société, ou quand on me posait la question, j'avais un petit peu honte en fait de rien faire. Et c'est ça aussi qu'on nous inculque, c'est que si tu n'as pas de travail, en fait, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien pour la société. Et personnellement, je trouve ça pas normal. Et si je reviens sur un discours ultra populaire depuis quelques années qui est de redonner du sens au travail, c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes qui sont en reconversion pour faire des métiers qui ont du sens. Et je m'inclus dans ces personnes-là, hein, puisque moi-même je me suis lancée en micro-entreprise pour faire des choses qui correspondent à mes valeurs. Et quelque part, on peut se dire, ok, c'est bien, les gens veulent mettre du sens dans leur vie. Mais alors déjà, je pense que ça cache un questionnement, des questions que je me pose depuis un petit moment, une question qui est à quelle activité essentielle j'ai envie de consacrer du temps ? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie à bien faire mon travail ? Ou est-ce que je préfère passer du temps avec ma famille ? Ou moi-même j'adore apprendre et transmettre, donc est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? Ou une toute autre activité qui me fait du bien, qui fait partie de mes piliers de vie ? Voilà, moi en vrai, j'ai pas forcément envie de passer ma vie à travailler. J'ai envie de profiter aussi. Je vais pas profiter une fois que je serai vieille et potentiellement malade et que je pourrai pas profiter en fait. C'est maintenant que j'ai envie de profiter. Et deuxième point sur le sens au travail, c'est l'autrice qui se demande si ces questionnements autour du sens, ils sont pas un petit peu creux. Est-ce que le sens ne dépend pas d'un ressenti subjectif et d'un jugement personnel ? Par exemple, je te parlais de mon travail de marketing. Si je cherche un peu et si je veux le remodeler, je peux tout à fait trouver beaucoup de sens à ce que je fais. Et elle se demande si justement ces discours de sens, c'est pas des discours de façade qui empêchent de passer à l'action pour se questionner vraiment sur la place du travail. Parce qu'en fait, ces discours de sens, ça va amener les gens à changer de travail, ok, mais pas forcément à se questionner sur les fondements du travail et sur la place du travail dans nos vies. En fait, c'est une espèce de leurre, j'ai l'impression. C'est ce que l'autrice essaye de nous montrer dans son essai. Et je vais vous lire un petit extrait. Même si les individus sont aujourd'hui plus éduqués et potentiellement plus lucides que d'autres générations, leur capacité critique est noyée dans un flux permanent d'informations, de divertissement et un contexte général de précarité
qui les met dans une situation trop instable pour leur permettre de remettre en question la situation qu'ils ont réussi à acquérir. Le contexte de précarité économique et d'incertitude pousse chacun, même les plus éduqués, à se soumettre au marché de l'emploi et en accepter toutes les conditions. Fin de l'extrait. Cet extrait, il montre vraiment qu'on est dans le de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors, l'idée, c'est pas de juger les personnes qui se remettent pas en question, parce qu'on a toutes et tous nos raisons et nos vies. C'est pas toujours le moment de se remettre en question. Mais c'est surtout de faire un pas de côté et de regarder notre situation et de se demander si cette situation, qu'on nous a toujours vendue comme normale et bénéfique et indispensable, si elle est vraiment normale et bénéfique et indispensable, ou si on veut autre chose. Dans le livre, il y a également toute une rétrospective historique du travail. Alors je vais pas te faire tout l'historique, mais en tout cas, sache que dans l'Antiquité, le travail, c'était réservé aux pauvres. Vraiment aux plus pauvres de la société, quoi. C'est limite les personnes qui ne participaient pas à la démocratie, elles travaillaient. Les classes supérieures de la société, elles passaient leur temps à faire de l'art, à philosopher, à faire de la politique, et en fait, les classes les plus basses, elles devaient travailler. Et la place du travail, en fait, elle a bien évolué au cours des siècles, et elle pourrait encore évoluer. Et en fait, l'idée de faire une rétrospective historique, c'est de se dire que la situation actuelle, elle n'est pas immuable. On peut essayer d'imaginer d'autres manières de travailler et une autre place du travail dans notre vie. Je vais te lire un autre extrait. Les discours inquiets sur les crises économiques à résoudre en travaillant toujours plus sont autant de moyens idéologiques de faire accepter les politiques destructrices des droits sociaux en disciplinant la société par le chantage à l'emploi et la crainte du manque de ressources. Ce climat de peur sociale généralisée facilite la soumission aux autorités et empêche toute contestation politique profonde. C'est ce qui nous attend avec la crise économique et sociale post-crise sanitaire. Fin de l'extrait. Alors ça, c'est un extrait qui fait partie d'un chapitre sur une critique radicale du travail. Donc il y a toute une partie dans le livre qui émet une critique du travail et du capitalisme, qui façonne ce travail et qui façonne aussi la relation d'aliénation entre les travailleurs et les détenteurs du capital. Si tu sais pas trop de quoi je parle, va écouter le premier épisode de podcast sur le capitalisme intériorisé. On a aussi à nous parler dans l'extrait du contrôle social. C'est-à-dire que la personne, elle travaille, elle passe le plus clair de son temps à travailler en fait. Et du coup, comme elle passe le plus clair de son temps à travailler et elle y passe le plus clair de son énergie, elle a pas le temps ni l'énergie de réfléchir sur la société, de s'investir dans la démocratie et voilà, de faire des choses constructives et utiles pour la société en dehors de son travail. Et on a aussi une critique de l'illusion de liberté du choix. Parce que dans le capitalisme, on a cette notion de consommation, on doit consommer tout le temps. Et la consommation, elle est formatée par l'offre et elle est influencée par le marketing. Donc voilà, on nous dit qu'on a le choix, qu'on est libre de choisir ce qu'on veut et ce qu'on peut consommer, mais sauf qu'en fait, c'est formaté par ce qui est offert, ce qui est proposé et aussi par le marketing, qui va créer des besoins qui n'existaient pas à la base. Dans une dernière partie du livre, l'autrice propose des solutions pour sortir du productivisme à tout prix. Alors, les solutions, elles sont clairement pas miraculeuses. Et en fait, plutôt que des solutions, ce sont des pistes de réflexion, comme le revenu universel ou la garantie d'emploi. Comme je disais, il n'y a rien qui est miraculeux, mais en tout cas, réfléchir et débattre là-dessus, ça permettrait peut-être de trouver de nouvelles manières de penser la vie en société et en démocratie sans que le travail soit nécessairement central. Et pour finir, je vais te lire deux petits extraits du livre. Extrait numéro 1.
C'est une activité culturelle qui est toujours déterminée par le contexte historique, économique, social et politique dans lequel elle se réalise. Dès lors, le travail ne dicte rien de lui-même, mais il est modulable en fonction des projets de société et de ses valeurs. Réduire sa durée quotidienne, hebdomadaire, annuelle, démarchandiser des activités jugées essentielles, hiérarchiser la production selon des valeurs sociales et écologiques plutôt qu'économiques, tout ça, ça relève d'un choix politique. Extrait numéro 2. Toute critique, même taxée d'irréaliste, souvent adressée aux idées de gauche, a toujours pour effet de créer des conditions psychologiques et politiques nécessaires pour transformer la société. N'ayons plus peur ni honte de critiquer le travail et ses conséquences sur nos vies. Fin de l'extrait. Voilà, tout ça pour dire que les personnes qui disent que de toute façon on ne peut rien y faire et que les personnes qui souhaitent changer la société pour que le travail soit peut-être moins central et et plus utile, on va dire, peut-être moins marchandisé, qu'il y ait moins de compétition, etc. On dit de ces personnes que c'est des bisounours, qu'elles ont aucune vision de la réalité et que de toute façon, voilà, c'est des rêveurs en fait. Mais le problème, c'est que si on commence pas à en discuter, c'est sûr qu'il y aura aucun changement. Donc, discutons-en, réfléchissons-en. Peut-être qu'on ne vivra pas suffisamment longtemps pour voir des effets concrets de nos discussions et de nos réflexions, mais en tout cas, on peut amorcer des changements même à toute petite échelle. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui avec vous. Alors, j'ai clairement pas couvert tous les points abordés dans le livre, mais en tout cas, j'espère que j'ai éveillé ta curiosité sur le sujet du travail et que peut-être que suite à l'écoute de cet épisode de podcast, tu vas toi-même réfléchir plutôt sur la place du travail dans ta vie, ce que tu as envie qu'il soit, les valeurs que tu as envie les valeurs auxquelles tu as envie qu'il réponde, ou les autres choses que tu as envie de faire dans ta vie en fait, tout simplement. Comme toujours, si tu as envie de discuter de ça avec moi, eh bien, retrouvons-nous sur LinkedIn, retrouvons-nous sur Threads, retrouvons-nous par mail. Tu auras toutes les informations pour entrer en contact avec moi dans la description de l'épisode. Je te souhaite une très bonne semaine, remplie de travail et d'autres choses, j'espère. Et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!